Le 17 mars 1978, Laurent Mercier, facteur de 42 ans, au village de Beaumont-sur-Oise dans le Val d'Oise, quitte son domicile à 7h30 précise pour sa tournée matinale. À 13h, sa bicyclette est retrouvée abandonnée près du pont qui enjambe l'Oise, son sac postal disparu. Laurent Mercier ne reviendra jamais. Pendant 20 ans, sa famille et la communauté vivront avec cette absence inexpliquée, cette question lancinante qui ne trouvera aucune réponse. Puis un mardi ordinaire de mars 1998, jour de marché à Beaumont-sur-Oise, une vieille femme découvre dans un carton de vêtements d'occasion le sac postal en cuir usé de Laurent Mercier, celui-là même qui avait disparu 2 décennies plus tôt. À l'intérieur, des lettres jamais distribuées, parfaitement conservées, certaines encore cachetées. Comment ce sac a-t-il pu réapparaître après tant d'années? Où se trouvait-il pendant tout ce temps? Et surtout, que révèlent ces lettres oubliées sur le destin de Laurent Mercier? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Beaumont-sur-Oise, au printemps 1978, était un bourg tranquille de 6000 habitants, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. Le village s'étendait sur les 2 rives de l'Oise, relié par un vieux pont de pierre construit au début du siècle. La partie ancienne, avec ses maisons en meulière et ses rues pavées, conservait le charme des villages du Val d'Oise. L'économie locale reposait sur quelques commerces familiaux, une petite usine textile qui employait une centaine de personnes et l'agriculture maraîchère dans les terres fertiles bordant la rivière. Laurent Mercier incarnait la figure rassurante du facteur de village. Né le 23 avril 1936 à Beaumont même, il avait grandi dans une famille modeste. Son père, ouvrier à l'usine textile, était décédé d'un accident du travail quand Laurent avait 16 ans. Après son service militaire en Algérie, entre 1956 et 1958, Laurent était revenu au village et avait intégré la poste en 1960. 18 ans de service, sans une seule absence injustifiée, une réputation de ponctualité absolue et une connaissance encyclopédique des habitants et de leurs habitudes. Les gens de Beaumont appréciaient Laurent pour sa discrétion et sa gentillesse. Chaque matin, il parcourait les mêmes rues, saluait les mêmes personnes, connaissait les dates d'anniversaire des enfants du quartier. Il avait cette capacité rare de se souvenir des petits détails de la vie de chacun, une vraie mémoire de village. Physiquement, Laurent était un homme de taille moyenne, mince, avec des cheveux châtains qui grisonnaient aux tempes. Il portait toujours l'uniforme réglementaire de la poste avec une fierté discrète, entretenait sa bicyclette de service comme si c'était un trésor, et possédait cette démarche reconnaissable entre toutes, légèrement chaloupée à cause d'une vieille blessure au genou contractée pendant la guerre. Élise Mercier, son épouse, enseignait au cours élémentaire de l'école primaire du village. Ils s'étaient rencontrés en 1962 lors d'une fête locale. Élise, originaire de Pontoise, s'était installée à Beaumont pour son premier poste d'institutrice. Leur mariage, célébré en juin 1963, avait été l'un des événements marquants de cette année-là au village. Le couple vivait dans une maison louée rue du Général Leclerc, une petite rue tranquille à proximité de l'école et du bureau de poste. 2 enfants étaient nés de cette union. Sophie en février 1964 et Julien en octobre 1962, juste avant le mariage. La vie des Mercier était simple, rythmée par les horaires scolaires et postaux. Laurent se levait chaque jour à 6h30, préparait le café pendant qu'Élise s'occupait des enfants. Il partait à pied au bureau de poste vers 7h, préparait son sac avec le courrier du jour et commençait sa tournée vers 7h30. Il rentrait habituellement vers 13h pour déjeuner en famille, puis repartait pour les distributions de l'après-midi, les mardis et jeudis. Les week-ends, la famille se promenait au bord de l'Oise ou rendait visite aux parents d'Élise à Pontoise. Laurent était un homme de routine, presque maniaque dans son organisation. Il notait tout dans un petit carnet noir qu'il gardait dans la poche de sa veste. Les horaires de passage, les recommandations des habitants,
les jours de fermeture des commerces. Cette régularité, cette prévisibilité absolue faisait partie de son charme. Les habitants de Beaumont réglaient presque leur montre sur son passage. Madame Lefebvre, qui tenait la petite boulangerie de la rue Saint-Laurent, plaisantait souvent en disant qu'elle sortait ses pains du four exactement quand elle entendait la sonnette de la bicyclette de Laurent devant sa vitrine. En ce début d'année 1978, rien ne laissait présager le drame à venir. L'hiver avait été particulièrement rigoureux, avec plusieurs semaines de gel qui avaient ralenti le trafic fluvial sur l'Oise. Mars arrivait avec un réchauffement timide, la promesse du printemps dans l'air encore froid. Laurent continuait ses tournées, pédalant sur les routes gelées, livrant le courrier avec sa constance habituelle. Il avait récemment fêté ses 42 ans lors d'un dîner simple en famille. Élise lui avait offert une nouvelle sacoche en cuir pour remplacer celle que la poste lui fournissait, trouvant la sienne trop usée. Laurent l'avait acceptée avec reconnaissance, mais continuait d'utiliser l'ancienne, par habitude et par attachement. Les témoins se souviendraient plus tard que Laurent semblait parfaitement normal dans les jours précédant sa disparition. Peut-être un peu fatigué, avec des cernes sous les yeux que certains avaient remarquées, mais rien d'inquiétant. Il avait mentionné à sa femme quelques maux de tête qu'il attribuait au changement de saison. Élise lui avait suggéré de consulter le médecin du village, le docteur Arnaud, mais Laurent avait repoussé, disant que ça passerait. C'était typique de lui, cette réticence à s'occuper de sa propre santé, cette tendance à minimiser ses propres besoins. La communauté de Beaumont-sur-Oise vivait dans une tranquillité relative. Les grandes turbulences des années 70, les manifestations, les grèves qui agitaient Paris semblaient lointaines. Ici, la vie suivait son cours paisible, marqué par les saisons, les marchés du mardi et du samedi, les offices du dimanche à l'église Saint-Laurent, les matchs de football du club local le dimanche après-midi. C'était un monde où tout le monde se connaissait, où les secrets étaient difficiles à garder, où une disparition paraissait impossible. Et pourtant, le vendredi 17 mars 1978 se leva avec un ciel gris pâle et une température inhabituellement douce pour la saison, autour de 12 degrés. Laurent Mercier s'était réveillé à 6h30 comme chaque matin. Élise se rappellerait plus tard qu'il avait passé plus de temps que d'habitude dans la salle de bain et qu'il était descendu prendre son café avec quelques minutes de retard sur son horaire habituel. Elle lui avait demandé s'il se sentait bien, et il avait hoché la tête en souriant, ce sourire un peu las qu'elle connaissait bien. Juste fatigué, avait-il dit. Le changement de temps, peut-être. Sophie et Julien étaient déjà partis pour l'école quand Laurent avait embrassé sa femme vers 7h05. Élise se souviendrait de ce baiser, un peu plus long que d'ordinaire, de la façon dont Laurent avait serré sa main avant de sortir. Sur le moment, elle n'y avait pas prêté attention, mais ces détails reviendraient la hanter pendant des années. Laurent avait enfilé sa veste réglementaire bleue, ajusté sa casquette, et était parti à pied vers le bureau de poste situé place de la République, à 10 minutes de marche de la maison. Au bureau de poste, la préparatrice de courrier, Monique Vasseur, l'avait vu arriver à 7h20. Elle témoignerait plus tard que Laurent lui avait paru normal, peut-être un peu distrait. Il avait préparé son sac avec le courrier du jour, environ 80 lettres, une dizaine de petits colis, quelques recommandés. La tournée du vendredi était toujours chargée, avec le courrier accumulé de la semaine et les catalogues de vente par correspondance qui arrivaient en fin de semaine. Laurent avait vérifié son itinéraire habituel dans son carnet, échangé quelques mots avec le directeur du bureau, M. Giraud, à propos d'une modification des horaires pour la semaine suivante. À 7h35 précise, Laurent était sorti du bureau de poste avec son sac postal en bandoulière et sa bicyclette. Plusieurs personnes l'avaient vu commencer sa tournée. Madame Lefebvre, la boulangère, l'avait aperçu passer devant sa vitrine à 7h42. Elle en était certaine, car elle venait de sortir la première fournée de baguettes du four, une opération qu'elle effectuait invariablement à cette heure-là. Laurent
lui avait fait un signe de la main à travers la vitre, comme chaque jour. Entre 7h45 et 9h30, au moins 15 personnes confirmèrent avoir reçu leur courrier de la main de Laurent. Il avait suivi son itinéraire habituel, la rue Saint-Laurent, puis la rue des Écoles, ensuite le quartier résidentiel près de l'église, et finalement les maisons le long de la rue du Pont qui menait vers la rivière. Tous les témoins s'accordaient sur un point. Laurent semblait normal, peut-être un peu silencieux, mais rien d'alarmant. Il avait plaisanté avec M. Beaumont, le cordonnier, à propos de la météo clémente. Il avait pris le temps de gratter les oreilles du chien des Martins, un vieux berger allemand qu'il adorait. La dernière personne à avoir vu Laurent avec certitude fut Marguerite Lefebvre, une femme de 67 ans qui vivait seule dans une petite maison rue du Pont, près de l'endroit où la route descendait vers la berge de l'Oise. Marguerite attendait une lettre importante de son fils qui travaillait à Lyon et elle guettait le facteur depuis sa fenêtre. Elle vit Laurent arriver vers 9h45. Il s'arrêta devant sa boîte aux lettres, y déposa quelques enveloppes, puis continua vers le bas de la rue. Marguerite nota qu'il pédalait lentement, comme s'il était fatigué ou perdu dans ses pensées. C'était la dernière fois qu'elle le voyait. Après 9h45, plus personne ne put confirmer avoir vu Laurent Mercier. Son itinéraire devait normalement le mener vers le quartier des Marais, une zone moins dense près du fleuve, où quelques fermes maraîchères s'étendaient encore. Il restait une quinzaine de lettres à distribuer selon le registre du bureau de poste, toutes destinées à des adresses dans ce secteur. Vers 13h15, Élise commença à s'inquiéter. Laurent n'était pas rentré déjeuner, ce qui ne lui était jamais arrivé en 18 ans de service. Elle téléphona au bureau de poste. Monsieur Giraud, le directeur, fut surpris. Il assura à Élise que Laurent finirait probablement sa tournée et rentrerait bientôt. Peut-être avait-il eu un problème avec sa bicyclette ou s'était-il arrêté pour aider quelqu'un. Élise n'était qu'à moitié rassurée, mais elle décida d'attendre encore un peu. À 15h, toujours aucune nouvelle de Laurent. Élise rappela le bureau de poste, plus anxieuse cette fois. Monsieur Giraud décida d'agir. Il monta dans sa voiture et parcourut l'itinéraire habituel de Laurent, interrogeant les habitants. Tous confirmèrent avoir reçu leur courrier ce matin-là, sauf ceux du quartier des Marais. Personne n'avait vu Laurent dans l'après-midi. Vers 16h30, un agriculteur nommé Robert Chevalier, qui possédait des terres près de la rivière, découvrit la bicyclette de service de Laurent abandonnée sur le bas-côté du chemin qui longeait l'Oise. La bicyclette était appuyée contre un saule, légèrement inclinée, comme si quelqu'un l'avait posée là rapidement. Pas de traces de lutte, pas de dégâts visibles. Mais le sac postal avait disparu. Robert Chevalier alerta immédiatement la gendarmerie de Beaumont. Le brigadier-chef, Henri Dumas, arriva sur les lieux vers 17h. Il examina la scène avec attention. La bicyclette était en parfait état, la chaîne bien huilée, les freins fonctionnels. Aucune trace de freinage brusque sur le gravier du chemin. Les environs immédiats ne révélaient rien de suspect. Pas de traces de pas inhabituels, pas de signes de violence. Le chemin était peu fréquenté, bordé d'un côté par la rivière et de l'autre par des champs en friche. À cette période de l'année, peu de gens empruntaient ce trajet isolé. Le brigadier Dumas organisa rapidement une première battue. Une dizaine de gendarmes et de volontaires fouillèrent les berges de l'Oise jusqu'à la tombée de la nuit, sans résultat. L'eau de la rivière, gonflée par les pluies récentes, était trouble et rapide. Les gendarmes redoutaient le pire. Une chute accidentelle, un malaise près de l'eau, une noyade. Mais sans corps, sans témoins, sans indices concrets, impossible de confirmer cette hypothèse. Le soir même, l'inspecteur André Fontaine, basé à Pontoise, fut assigné à l'affaire. Fontaine était un homme méthodique de 53 ans, proche de la retraite, avec une longue expérience des disparitions et des affaires criminelles dans le Val d'Oise. Il arriva à Beaumont vers 20h et s'entretint longuement avec Élise Mercier dans la maison familiale de la rue du Général Leclerc. Élise était effondrée, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Sophie et Julien, 16 et 14 ans, étaient assis dans le salon, silencieux, incapables de comprendre ce qui arrivait. L'inspecteur Fontaine posa des questions précises. Laurent avait-il des problèmes de santé?
Des dettes, des ennemis, des comportements inhabituels récemment? Élise répondit par la négative à toutes ces questions. Laurent était en bonne santé générale, à part ses maux de tête récents. Leurs finances étaient stables, sans dettes importantes. Laurent n'avait pas d'ennemis connus. C'était un homme discret, apprécié de tous. Son comportement n'avait pas changé, à part peut-être cette fatigue visible dans les derniers jours. Fontaine demanda à examiner les affaires personnelles de Laurent. Dans la chambre, il trouva les vêtements rangés avec soin, quelques livres sur l'histoire militaire, le fameux carnet noir où Laurent notait ses itinéraires. En le feuilletant, l'inspecteur remarqua des annotations méticuleuses, des horaires précis, des noms de rues, des notes sur les habitudes des habitants. Rien de suspect, juste le travail consciencieux d'un facteur dévoué. Il nota cependant une chose. Les 3 dernières pages du carnet avaient été arrachées proprement, laissant des fragments de papier dans la reliure. Quand Fontaine demanda à Élise si elle savait pourquoi, elle parut surprise. Laurent n'arrachait jamais de pages, il était trop méthodique pour cela. La nuit tomba sur Beaumont-sur-Oise, avec le mystère entier de la disparition de Laurent Mercier. Les gendarmes installèrent un périmètre de sécurité autour de l'endroit où la bicyclette avait été trouvée. Des plongeurs seraient appelés dès le lendemain pour explorer le fond de l'Oise. Mais déjà, une question taraudait tout le monde. Pourquoi le sac postal avait-il disparu? Si Laurent était tombé à l'eau, le sac aurait dû être là, près de la bicyclette. Si quelqu'un l'avait agressé, pourquoi voler un sac de facteurs rempli de lettres sans grande valeur? Et surtout, comment un homme pouvait-il disparaître en plein jour, sur un itinéraire qu'il connaissait par cœur, sans qu'un seul témoin ne remarque quoi que ce soit d'inhabituel? Les jours suivant la disparition de Laurent Mercier furent marqués par une mobilisation intense de la communauté et des autorités. Le samedi 18 mars, plus de 100 volontaires participèrent aux recherches. On fouilla systématiquement les berges de l'Oise sur plusieurs kilomètres, on explora les champs environnants, on interrogea chaque habitant du quartier des Marais. Les plongeurs de la gendarmerie explorèrent le lit de la rivière pendant 3 jours consécutifs, utilisant des sondes et des câbles de dragage. Ils ne trouvèrent rien, ni corps, ni sac postal, ni aucun objet appartenant à Laurent. L'inspecteur Fontaine mena une enquête minutieuse. Il interrogea plus de 50 personnes, reconstitua l'emploi du temps de Laurent minute par minute, vérifia ses comptes bancaires, ses antécédents, ses fréquentations. Tout confirmait l'image d'un homme ordinaire, sans secret apparent, sans raison de fuir ou de disparaître volontairement. Les relevés bancaires montraient une vie modeste mais stable. Aucun retrait important, aucune transaction suspecte. Le couple Mercier possédait quelques économies sur un livret, environ 15 000 francs, destiné à financer les études des enfants. Laurent n'avait pas de maîtresse, ne fréquentait pas les cafés, ne jouait pas, ne buvait pas au-delà du verre de vin occasionnel au repas. La théorie de l'accident domina les premières semaines. Un malaise cardiaque, une chute dans la rivière, un corps emporté par le courant jusqu'à la Seine. C'était l'explication la plus logique, même si elle laissait sans réponse la question du sac postal disparu. Fontaine émit l'hypothèse que Laurent, sentant un malaise venir, aurait pu poser son sac quelque part avant de s'effondrer, et que quelqu'un l'aurait ramassé par la suite, peut-être par peur d'être impliqué dans l'affaire. Mais qui? Et pourquoi ne pas l'avoir signalé? Une autre théorie émergea. Laurent aurait pu être victime d'une agression. Le sac postal contenait peut-être des recommandés de valeur, de l'argent, des chèques. Un voleur opportuniste aurait pu l'attaquer sur ce chemin isolé. Mais là encore, les incohérences s'accumulaient. Aucune trace de lutte, aucun témoin, aucun corps. Et pourquoi un agresseur aurait-il laissé la bicyclette qui avait une certaine valeur? Au fil des semaines, l'intensité des recherches diminua. La gendarmerie manquait de pistes concrètes. L'affaire fut progressivement classée comme disparition inquiétante, avec la possibilité d'un accident mortel dont le corps n'avait pas été retrouvé. Le dossier resta ouvert, mais sans éléments nouveaux. L'enquête piétinait. Pour Élise Mercier, ses premières semaines furent un cauchemar éveillé. Elle oscillait entre l'espoir fou que Laurent réapparaisse un jour, rentrant à la maison avec une explication logique,
et la terreur glacée de ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Les nuits étaient les pires, quand le silence de la chambre lui rappelait l'absence irrémédiable. Elle se réveillait parfois en sursaut, persuadée d'avoir entendu la clé tourner dans la serrure, les pas familiers de Laurent dans l'escalier. Mais ce n'était que le vent, le grincement de la maison, les fantômes de l'espoir déçu. Les enfants réagirent différemment au drame. Sophie, 16 ans, se referma sur elle-même. Elle qui était une élève brillante et sociable devint silencieuse, distante, comme si elle se protégeait du monde extérieur en élevant des murs invisibles. Elle passa ses examens de fin d'année avec des notes correctes, mais sans l'excellence qui la caractérisait auparavant. Julien, 14 ans, manifesta sa douleur par la colère. Il se battit à l'école, sécha des cours, rentra tard à la maison. Il refusait de parler de son père, repoussait les tentatives de consolation. Seul dans sa chambre, il pleurait parfois en regardant la photo de Laurent en uniforme accrochée au mur. La communauté de Beaumont-sur-Oise se mobilisa autour de la famille Mercier. Des voisins apportèrent des repas, des collègues d'Élise proposèrent leur aide pour les courses et les tâches quotidiennes. Mais cette solidarité, aussi sincère fut-elle, ne pouvait combler le vide laissé par Laurent, et au fil des mois, la vie reprit son cours. Les gens retournèrent à leurs préoccupations, les conversations tournèrent vers d'autres sujets. La disparition du facteur devint une histoire que l'on racontait, un mystère local, puis progressivement un souvenir qui s'effaçait. Élise dut faire face à des problèmes pratiques terribles. Légalement, Laurent n'était ni mort ni vivant, sans certificat de décès. Impossible de toucher une quelconque assurance, impossible de régler la succession, impossible de tourner vraiment la page. Elle dut attendre 7 longues années avant de pouvoir demander une déclaration judiciaire de décès. 7 ans de limbes administratifs, où elle vivait dans un statut d'épouse sans mari, de veuve sans corps à enterrer. Financièrement, la situation devint difficile. Le salaire d'institutrice d'Élise suffisait à peine à maintenir le train de vie familial. Elle dut accepter des cours particuliers le soir et le week-end pour joindre les deux bouts. Sophie trouva un petit emploi dans une librairie du village pendant les vacances scolaires. Julien, malgré sa colère, fit de même en travaillant dans une ferme locale durant l'été. La famille apprit à vivre avec moins, à renoncer aux petits luxes, aux projets de vacances, aux dépenses superflues. Au village, les théories sur la disparition de Laurent se multiplièrent. Certains murmuraient qu'il avait une double vie, qu'il s'était enfui avec une maîtresse secrète pour recommencer ailleurs. D'autres suggéraient des problèmes d'argent caché, des dettes de jeu, un chantage. Les plus imaginatifs parlaient d'un meurtre, d'un règlement de compte lié à son passé en Algérie. Élise entendait ces rumeurs, ces chuchotements qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Elle apprit à vivre avec ce regard des autres, ce mélange de pitié et de curiosité malsaine. Les années passèrent, marquées par une absence qui ne se comblait jamais vraiment. En 1985, 7 ans après la disparition, le tribunal de Pontoise prononça la déclaration judiciaire de décès de Laurent Mercier. Élise put enfin organiser une cérémonie de commémoration à l'église Saint-Laurent. Il n'y avait pas de cercueil, juste une photo de Laurent en uniforme posée sur un chevalet. Le curé parla de l'espérance chrétienne, du mystère de la vie et de la mort, de l'importance de se souvenir. Beaucoup de villageois vinrent, par respect, par affection, par culpabilité peut-être. Sophie et Julien, désormais jeunes adultes, se tinrent droit près de leur mère, les visages fermés refusant les larmes. Sophie quitta Beaumont en 1982 pour étudier la médecine à Paris. Elle avait choisi cette voie en partie pour échapper au village et à ses fantômes, en partie par désir de comprendre, de soigner, de réparer. Elle ne revenait que rarement, pour les fêtes de fin d'année et quelques week-ends. Chaque retour ravivait la douleur, la vue de la maison familiale, de la chambre vide de son père, de la bicyclette rouillée remisée au fond du garage, que sa mère n'avait jamais pu se résoudre à jeter. Julien, lui, resta à Beaumont, mais garda une distance émotionnelle avec sa mère. Il trouva du travail comme mécanicien dans un garage de Pontoise.
À 20 ans, il se maria avec une fille du village voisin, eut un enfant. Il construisit une vie ailleurs, loin de la maison de la rue du Général Leclerc, comme pour se protéger des souvenirs. Il parlait rarement de son père, évitait le sujet avec une détermination farouche. Sa femme savait qu'il y avait là une blessure profonde, mais elle avait appris à ne pas insister. Élise, elle, continua d'enseigner jusqu'à sa retraite en 1993. Pendant toutes ces années, elle garda l'espoir secret que Laurent réapparaîtrait un jour avec une explication. Elle gardait ses affaires intactes dans l'armoire, ses livres sur l'étagère, son carnet noir dans le tiroir de la table de nuit. La chambre était devenue un sanctuaire, un musée de l'absence. Parfois, tard le soir, elle sortait l'uniforme de Laurent, respirait l'odeur qui s'effaçait progressivement, essayait de se raccrocher à ces fragments tangibles d'une présence disparue. Au bureau de poste, on avait remplacé Laurent dès le mois d'avril 1978. Un jeune facteur venu de Beauvais avait pris la tournée. Il était compétent, ponctuel, mais ce n'était pas Laurent. Les anciens du village continuaient de l'appeler le nouveau facteur des années plus tard, comme si le poste était resté vacant, comme si personne ne pouvait vraiment remplacer Laurent Mercier. L'inspecteur Fontaine prit sa retraite en 1981 sans avoir résolu l'affaire. C'était l'un de ses rares échecs, et il le regrettait profondément. Il avait gardé une copie du dossier chez lui. Parfois, il le relisait, cherchant le détail qui lui aurait échappé, l'indice qu'il n'aurait pas vu. Jusqu'à sa mort, en 1994, il pensa régulièrement à Laurent Mercier et à ce mystère non résolu. Au fil des années, la disparition devint une légende locale. Les enfants qui n'étaient pas nés en 1978 entendaient parler du facteur qui avait disparu, comme on raconte une histoire de fantôme. Le chemin près de l'Oise, où la bicyclette avait été trouvée, acquit une réputation étrange. Certains prétendaient de voir la silhouette d'un homme en uniforme bleu pédaler au crépuscule. Des histoires que les adolescents se racontaient pour se faire peur, des superstitions qui naissent toujours autour des mystères irrésolus. 20 ans passèrent ainsi, 20 ans de silence, 20 ans de questions sans réponse. Élise vivait seule dans la maison de la rue du Général Leclerc, retraitée, isolée malgré la présence de ses enfants et petits-enfants. Elle avait 68 ans maintenant. Ses cheveux étaient de blanc, son dos s'était voûté. Elle allait au marché tous les mardis matins, achetait ses légumes, son pain, échangeait quelques mots avec les commerçants. Une vie tranquille, répétitive, marquée par l'absence. Et puis vint le mardi 17 mars 1998, exactement 20 ans jour pour jour après la disparition de Laurent. Ce jour-là, le destin allait remettre en lumière un mystère que tout le monde croyait enfoui à jamais. Ce jour-là, une vieille femme allait acheter un manteau d'occasion au marché et découvrir dans un carton quelque chose qui ne devrait pas exister. Le sac postal de Laurent Mercier, celui-là même qui avait disparu 2 décennies plus tôt. Le marché hebdomadaire de Beaumont-sur-Oise se tenait chaque mardi et samedi matin sur la place de la République, face à l'église Saint-Laurent. C'était une tradition séculaire, un rendez-vous immuable où les habitants se retrouvaient pour faire leurs courses, échanger des nouvelles, maintenir le lien social du village. Une vingtaine d'étals proposaient des produits variés, fruits et légumes du Val d'Oise, fromage, charcuterie, vêtements, articles ménagers et toujours quelques brocanteurs qui déballaient leurs trésors hétéroclites. Ce mardi 17 mars 1998, le temps était doux, presque printanier, comme 20 ans plus tôt, jour pour jour. Vers 10 heures du matin, Claudine Roux, une retraitée de 72 ans qui vivait près de la place, flânait entre les étals. Elle s'arrêta devant le stand d'un brocanteur qu'elle ne connaissait pas, un homme d'une 50aine d'années qui avait installé ses marchandises sur des tables pliantes, vaisselle dépareillée, livres jaunis, vêtements d'occasion soigneusement pliés, objets divers empilés dans des cartons en carton. Claudine cherchait un manteau léger pour le printemps. Elle fouilla dans un carton contenant des vêtements pour femmes, quand ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur sous un pullover. Intriguée, elle écarta les vêtements et découvrit une sacoche en cuir usé,
de couleur marron foncé, avec une bandoulière en toile. La sacoche portait les marques du temps. Le cuir était craquelé, taché par endroits, la fermeture métallique ternie. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Claudine, ce fut l'inscription gravée sur une petite plaque de laiton fixée sur le rabat. PTT, la poste, et un numéro de série. Claudine sortit la sacoche du carton. Elle était lourde, visiblement remplie. Son cœur se mit à battre plus vite. Claudine habitait Beaumont depuis 40 ans. Elle connaissait l'histoire de Laurent Mercier, tout le village la connaissait. Cette sacoche ressemblait terriblement à celle qu'utilisaient les facteurs dans les années 70. Mais ce ne pouvait pas être. Si, elle s'adressa au brocanteur, un homme au visage buriné qui rangeait des assiettes. « Excusez-moi, cette sacoche, vous la vendez combien ?» Le brocanteur se retourna, jeta un œil distrait. « Ah, la vieille sacoche postale, je l'ai trouvée dans un lot que j'ai acheté la semaine dernière. 20 francs si ça vous intéresse. » « Où l'avez-vous trouvée exactement ?» demanda Claudine, la voix légèrement tremblante. « J'ai acheté le contenu d'une vieille grange à Persan, un village à quelques kilomètres d'ici. Les propriétaires déménageaient, ils vidaient tout. Il y avait des cartons de vêtements, des outils, un peu de tout. Cette sacoche était dans un des cartons, au fond. Pourquoi elle vous intéresse ?» Claudine ne répondit pas immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant la fermeture de la sacoche. À l'intérieur, soigneusement rangées, se trouvaient des dizaines de lettres et de petits paquets. Les enveloppes étaient jaunies, certaines un peu tachées d'humidité, mais globalement en bon état. Claudine en prit une au hasard. Le timbre datait de 1978. L'adresse était écrite à la main, destinée à une Madame Colette Vincent, rue des Marais, Beaumont-sur-Oise. Le sang de Claudine se glaça. La rue des Marais. C'était là que Laurent Mercier devait terminer sa tournée le jour de sa disparition. Ces lettres n'avaient jamais été distribuées. Elle en prit une autre, puis une autre. Toutes portaient des cachets de mars 1978. Toutes étaient adressées à des habitants de Beaumont ou des villages voisins. « Attendez » dit Claudine au brocanteur, sa voix maintenant ferme. « Ne bougez pas, ne vendez rien. J'appelle la gendarmerie. » Le brocanteur la regarda avec stupéfaction. « La gendarmerie? Mais pourquoi? C'est juste une vieille sacoche. »« Non, » dit Claudine en serrant la sacoche contre elle. « C'est beaucoup plus que ça. C'est la sacoche du facteur qui a disparu il y a 20 ans. Exactement 20 ans aujourd'hui. » La nouvelle se répandit sur le marché comme une traînée de poudre. En quelques minutes, une petite foule s'était rassemblée autour du stand du brocanteur. Les gens murmuraient, se bousculaient pour voir la sacoche. Certains se souvenaient de l'affaire, d'autres en avaient entendu parler. Le brocanteur, dépassé par les événements, ne savait plus que dire. La gendarmerie de Beaumont reçut l'appel de Claudine à 10h25. 2 gendarmes arrivèrent sur la place à 10h40. Ils examinèrent la sacoche, interrogèrent le brocanteur, prirent les coordonnées de Claudine. Le brigadier Pascal Morel, qui dirigeait la brigade locale depuis 5 ans, connaissait l'affaire Laurent Mercier par les archives. Il comprit immédiatement l'importance de la découverte. Il ordonna au brocanteur de tout emballer et de le suivre à la gendarmerie pour une déposition complète. À 11h, la nouvelle était parvenue aux oreilles d'Élise Mercier. C'est sa voisine, Madame Arnaud, qui vint frapper à sa porte, essoufflée, les yeux brillants d'excitation et d'inquiétude. « Élise, vous avez entendu? On a retrouvé le sac de Laurent au marché, après toutes ces années. » Élise, qui préparait son déjeuner dans la cuisine, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle dut s'asseoir, la tête qui tournait, le cœur battant à tout rompre. « Le sac de Laurent? Comment est-ce possible? Je ne sais pas les détails, mais tout le village en parle. C'est Claudine Roux qui l'a trouvé chez un brocanteur. Il était rempli de lettres jamais distribuées. La gendarmerie l'a saisi. » Élise téléphona immédiatement à Sophie, qui exerçait désormais comme médecin généraliste à Cergy-Pontoise, à 20 minutes de route de Beaumont. Sophie écouta, incrédule. « Je viens tout de suite, maman, ne bouge pas !» Sophie arriva chez sa mère vers midi. Elle trouva Élise assise dans le salon, les mains crispées sur ses genoux, le regard perdu. « Comment est-ce possible ?» murmurait Élise. « Après 20 ans, exactement 20 ans. »
Sophie appela ensuite Julien, qui travaillait ce jour-là dans son garage à Pontoise. Julien écouta en silence, puis raccrocha sans un mot. Il arriva chez sa mère 1 heure plus tard, le visage fermé, les mâchoires serrées. La famille Mercier était réunie pour la première fois depuis des mois, soudée par cette nouvelle incroyable. À la gendarmerie, le brigadier Morel menait l'interrogatoire du brocanteur, qui se nommait Daniel Garnier. Garnier, 54 ans, était brocanteur professionnel depuis une 20aine d'années. Il sillonnait les villages du Val d'Oise et de l'Oise, achetant le contenu de greniers, de caves, de granges. Il jura n'avoir aucune idée de l'importance de cette sacoche. Il l'avait achetée la semaine précédente, le lundi 10 mars, dans une vieille ferme à Persan, à environ 8 kilomètres de Beaumont. « Qui vous a vendu le lot ?» demanda Morel. « Les héritiers d'une vieille dame décédée en février, Madame Henriette Saulnier. Elle avait 92 ans. Ses neveux voulaient vider la propriété rapidement pour la vendre. Ils m'ont proposé d'acheter tout ce qui restait dans la grange et le grenier pour 3 000 francs. J'ai accepté. Il y avait beaucoup de choses. Des meubles, des outils, des vêtements, des cartons de bibelots. J'ai tout chargé dans mon camion et je trie au fur et à mesure. Vous connaissez cette Henriette Saulnier? Non, jamais entendu parler d'elle avant. C'est un notaire qui m'a contacté. Les héritiers voulaient se débarrasser de tout rapidement. Morel nota tous ces détails. L'après-midi même, il contacta le notaire en question, maître Levasseur, établi à Persan. Le notaire confirma. Henriette Saulnier était décédée le 2 février 1998. Elle vivait seule dans une vieille ferme en périphérie de Persan. Ses seuls héritiers étaient 2 neveux qui habitaient dans le sud de la France et qui n'étaient venus qu'une seule fois pour les obsèques et le règlement de la succession. Ils avaient fait vider la maison par une entreprise de débarras et vendu le reste au brocanteur Garnier. Cette Henriette Saulnier, elle avait des liens avec Beaumont-sur-Oise ? Demanda Morel. Pas que je sache, répondit maître Levasseur. Elle a vécu toute sa vie à Persan, veuve depuis les années 60, sans enfant, une femme très discrète qui sortait peu. Morel demanda à consulter le dossier de succession. Il découvrit qu'Henriette Saulnier était née Henriette Marchand en 1906 à Persan. Elle avait épousé Georges Saulnier en 1928. Georges était décédé en 1966 d'un cancer. Henriette avait vécu seule les 32 dernières années de sa vie dans la ferme familiale. Le brigadier retourna à la gendarmerie et ouvrit officiellement une enquête sur la réapparition de la sacoche de Laurent Mercier. Il fit venir un expert en documents pour examiner les lettres contenues dans le sac. L'expert, un homme du laboratoire de la police scientifique de Cergy, confirma que les lettres dataient bien de mars 1978 selon les timbres, les cachets postaux et l'état du papier. Il y avait au total 37 lettres et recommandées, 3 petits paquets, tous destinés à des adresses du quartier des Marais et des environs de Beaumont. Morel décida de contacter Sophie Mercier. Il savait que l'affaire serait douloureuse pour la famille, mais il avait besoin de leur aide pour comprendre. Sophie vint à la gendarmerie le lendemain, accompagnée de sa mère. Morel leur montra la sacoche, les lettres. Élise reconnut immédiatement le sac. Elle se mit à pleurer silencieusement, touchant le cuir usé, avec des doigts tremblants, comme si elle pouvait retrouver Laurent à travers cet objet. « Vous comprenez ce que cela signifie ?» demanda Sophie au brigadier, la voix tendue. « Cette sacoche était avec mon père le jour où il a disparu. Si elle se trouvait dans la grange de cette femme à Persan, cela veut dire qu'il y a un lien direct entre la disparition de mon père et cette Henriette Saulnier. C'est exactement ce que nous allons découvrir, assura Morel. Je vais enquêter sur cette femme, sur son passé, sur ses relations. Nous allons comprendre comment cette sacoche est arrivée chez elle. Sophie regarda le brigadier droit dans les yeux. Je veux être impliqué dans cette enquête. C'est mon père. J'ai le droit de savoir. Morel hocha la tête. Je vous tiendrai informé de chaque développement. C'est une promesse. Le soir même, Sophie retourna chez sa mère. Élise était assise dans le salon, la photo de Laurent posée sur ses genoux. « Après 20 ans, murmura-t-elle. Pourquoi maintenant?
Pourquoi cette femme a-t-elle gardé le sac pendant tout ce temps? Qu'est-ce que papa faisait chez elle? Sophie n'avait pas de réponse. Mais une chose était certaine, le mystère de la disparition de Laurent Mercier, que tout le monde croyait définitivement enterré, venait de ressurgir avec une force nouvelle. Et cette fois, Sophie était déterminée à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, même si cette vérité risquait de briser l'image qu'elle avait gardée de son père pendant toutes ces années. L'enquête sur Henriette Saulnier commença dès le lendemain. Le brigadier Morel, assisté de 2 gendarmes, se rendit à Persan pour examiner la ferme où la vieille dame avait vécu. La propriété était située en périphérie du village, au bout d'un chemin de terre bordé de haies sauvages. Une vieille bâtisse en pierre du XIXe siècle, avec une grange attenante et un jardin envahi par les mauvaises herbes. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple de Paris, n'avaient pas encore emménagé et avaient laissé la clé au notaire. Morel et ses hommes fouillèrent méthodiquement la maison et la grange. La maison était vide, nettoyée par l'entreprise de débarras. Les murs nus, les pièces résonnaient du vide et de l'absence. Dans la grange, il restait quelques objets que le brocanteur n'avait pas pris, de vieux outils agricoles, des planches pourries, des bidons rouillés. Au fond, contre le mur de pierre, Morel découvrit un établi en bois massif avec des tiroirs. La plupart étaient vides, mais dans le dernier tiroir du bas, il trouva un vieux journal intime recouvert de cuir noir. Le journal appartenait à Henriette. Les premières pages dataient de 1967, l'année suivant la mort de son mari. L'écriture était petite, serrée, légèrement tremblante avec l'âge. Morel feuilleta les pages. Il s'agissait principalement de notes quotidiennes, la météo, les travaux au jardin, les visites rares de voisins. Une vie solitaire, répétitive, marquée par le veuvage et l'isolement. Puis Morel arriva aux pages de mars 1978. Le 17 mars 1978, Henriette avait écrit « Aujourd'hui, quelque chose de terrible s'est produit. Je ne peux pas en parler, je ne peux pas l'écrire. Mon Dieu, pardonnez-moi, qu'ai-je fait ?» Les jours suivants, les entrées devinrent encore plus cryptiques. « Je ne dors plus, je vois son visage partout. Comment ai-je pu ?» Le 23 mars. « Je dois garder le secret, personne ne doit savoir, jamais. » Le 30 mars. « J'ai caché ses affaires dans la grange. Personne ne les trouvera là. C'est mieux ainsi. » Morel sentit son pouls s'accélérer. Ces entrées suggéraient clairement qu'Henriette Saulnier savait quelque chose sur la disparition de Laurent. Mais quoi exactement? Les mots restaient vagues, comme si elle avait peur de commettre ses secrets au papier. Il continua de feuilleter le journal. Les mois suivants, Henriette mentionnait régulièrement le secret, le fardeau, la culpabilité. En juillet 1978, elle écrivit « J'ai lu dans le journal que la famille n'a pas de réponse. Je devrais parler, mais je ne peux pas. Que diraient les gens? Comment pourrais-je vivre avec le jugement ?» Morel ramena le journal à la gendarmerie et contacta immédiatement Sophie Mercier. Ils se rencontrèrent dans le bureau du brigadier. Sophie lut les passages du journal, le visage de plus en plus pâle. « Cette femme savait ce qui était arrivé à mon père, » dit-elle, la voix tremblante de colère et de chagrin. Pendant 20 ans, elle a gardé le silence. « Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? » « C'est ce que nous allons découvrir, » assura Morel. « Mais pour cela, nous devons en apprendre plus sur Henriette Saulnier et sur sa vie à l'époque de la disparition de votre père. » L'enquête s'intensifia. Morel interrogea les voisins d'Henriette à Persan. La plupart étaient des personnes âgées qu'il avait connues superficiellement. Il la décrivait comme une femme discrète, solitaire, qui parlait peu et sortait rarement. Elle faisait ses courses au village une fois par semaine, allait à la messe le dimanche, mais ne se mêlait pas à la vie sociale de Persan. Depuis la mort de son mari, elle vivait pratiquement en recluse. Un voisin, M. Dufour, 85 ans, se souvenait cependant d'un détail intéressant. En mars 78, j'avais remarqué qu'Henriette semblait troublée. Je l'avais croisée un jour au village. Elle avait l'air hagard, comme si elle n'avait pas dormi. Je lui avais demandé si tout allait bien. Elle m'avait répondu brièvement que oui, et s'était éloignée rapidement. Après ça, je ne l'ai presque plus vue pendant plusieurs semaines. Elle restait enfermée chez elle.
Morel demanda à consulter les archives de la Poste. Il voulait savoir si Laurent Mercier avait eu des raisons professionnelles de se rendre à Persan le jour de sa disparition. Mais selon les registres, la tournée de Laurent se limitait strictement à Beaumont-sur-Oise et aux hameaux immédiatement voisins. Persan était desservi par un autre bureau de poste, un autre facteur. Laurent n'avait aucune raison officielle d'aller là-bas. Sophie, de son côté, mena sa propre enquête. Elle retourna à la maison familiale et fouilla dans les affaires de son père que sa mère avait conservées. Elle relut le carnet noir de Laurent, celui où il notait ses itinéraires. Elle remarqua, comme l'avait fait l'inspecteur Fontaine 20 ans plus tôt, que les dernières pages avaient été arrachées. Pourquoi? Qu'y avait-il écrit sur ces pages? Elle interrogea sa mère sur les semaines précédant la disparition. « Maman, tu te souviens de quelque chose d'inhabituel? Papa était-il préoccupé? Nerveux ?» Élise réfléchit longuement. « Il était fatigué, je te l'ai dit. Il avait des maux de tête. Mais maintenant que tu me le demandes, il y a autre chose. Quelques jours avant sa disparition, il avait reçu une lettre. Une lettre qu'il avait lue et immédiatement brûlée dans la cheminée. Je lui avais demandé ce que c'était. Il m'avait dit que ce n'était rien, une vieille histoire qui revenait. Je n'avais pas insisté. Tu sais comment il était, discret, renfermé sur certaines choses. Une vieille histoire? Quelle histoire? Je ne sais pas. Il n'a jamais voulu m'en parler. » Sophie sentit qu'elle touchait à quelque chose d'important. Une lettre mystérieuse, des pages arrachées d'un carnet, une femme à Persan qui gardait un secret terrible. Tous ces éléments devaient être liés, mais comment? Elle retourna voir le brigadier Morel et lui fit part de la découverte de sa mère. Morel nota soigneusement. Une lettre qui le préoccupait. C'est intéressant. Malheureusement, si elle a été brûlée, nous ne saurons jamais ce qu'elle contenait. Sauf si nous trouvons qui l'a envoyée, répliqua Sophie. Morel eut une idée. Il retourna aux lettres non distribuées trouvées dans la sacoche de Laurent. L'expert les avait toutes examinées et cataloguées. Morel les passa en revue une par une. La plupart étaient des lettres ordinaires, des factures, des correspondances familiales, des publicités. Mais il y avait un recommandé qui attira son attention. Il était adressé à un certain monsieur Henri Marchand, rue des Marais, Beaumont-sur-Oise. Marchand. Le nom de jeune fille d'Henriette Saulnier était Marchand. Était-ce une coïncidence? Morel vérifia dans les archives de l'état civil. Henri Marchand était le frère aîné d'Henriette. Il était né en 1904 à Persan, avait déménagé à Beaumont dans les années 50 et était décédé en 1981. Il avait vécu au numéro 14 de la rue des Marais, une petite maison près de la rivière. Morel se rendit à cette adresse. La maison était maintenant occupée par une jeune famille qu'il avait achetée dans les années 90. Il ne connaissait rien de l'ancien propriétaire. Morel interrogea les voisins les plus âgés. Une vieille dame, Madame Fontaine, se souvenait d'Henri Marchand. Un homme taciturne, célibataire, il travaillait comme ouvrier agricole dans les fermes environnantes. Il vivait seul, ne parlait à personne. Il est mort d'une crise cardiaque en 81. Je me souviens que sa sœur, une femme de Persan, était venue pour les obsèques. Elle avait hérité de la maison et l'avait vendue rapidement. Sa sœur, c'était Henriette Saulnier? Je crois, oui. Je ne me souviens pas bien d'elle. Elle n'est venue qu'une seule fois pour l'enterrement. Morel retourna à la gendarmerie avec ses informations. Le lien se précisait. Laurent devait livrer un recommandé à Henri Marchand le jour de sa disparition. Henri Marchand était le frère d'Henriette Saulnier. Henriette avait gardé la sacoche de Laurent pendant 20 ans. Il y avait forcément un lien. Morel ouvrit le recommandé avec l'autorisation du procureur. À l'intérieur, une lettre manuscrite signée par un notaire de Paris. La lettre informait Henri Marchand qu'il était mentionné dans le testament d'un certain Édouard Villers, décédé en février 1978. Édouard Villers avait légué à Henri Marchand une somme de 50 000 francs, une somme considérable pour l'époque. La lettre demandait à Henri de se présenter à l'étude notariale pour régler la succession. 50 000 francs. Une fortune.
Morel sentit qu'il tenait quelque chose. Qui était cet Édouard Villers? Pourquoi léguait-il une telle somme à Henri Marchand? Et quel était le lien avec Laurent Mercier? L'enquête sur Édouard Villers révéla des informations troublantes. Villers était un ancien colonel de l'armée française, retraité, qui avait vécu à Paris. Il était décédé le 15 février 1978 à l'âge de 84 ans. Il n'avait pas d'héritier direct. Son testament mentionnait plusieurs legs à des œuvres caritatives et à quelques personnes, dont Henri Marchand. Morel fouilla dans le dossier militaire de Villers. Il découvrit que le colonel avait servi en Algérie dans les années 50 pendant la guerre. Et là, un nom familier apparut dans les documents. Laurent Mercier. Laurent avait servi sous les ordres du colonel Villers entre 1956 et 1958. Ils s'étaient connus en Algérie. Sophie, lorsqu'elle apprit cette connexion, fut stupéfaite. Mon père a servi en Algérie, je le savais, mais il ne parlait jamais de cette période. Il disait que c'était du passé, qu'il voulait oublier. Ma mère m'a dit qu'il avait eu des cauchemars pendant des années après son retour. Morel continua de creuser. Il découvrit dans les archives militaires un rapport disciplinaire datant de 1957. Laurent Mercier et Henri Marchand, qui servaient tous deux dans le même régiment sous les ordres de Villers, avaient été impliqués dans un incident. Le rapport était classifié, mais Morel obtint l'autorisation de le consulter. Ce qu'il lut le glaça. En juin 1957, lors d'une opération de ratissage dans un village près d'Oran, un civil algérien avait été tué. L'enquête interne avait conclu à un accident, à des tirs de riposte face à une menace perçue, mais le rapport mentionnait des témoignages contradictoires. Certains soldats affirmaient que le civil n'était pas armé, qu'il avait été abattu de sang-froid. Laurent Mercier et Henri Marchand étaient présents sur les lieux. Le colonel Villers, responsable de l'unité, avait étouffé l'affaire, classant l'incident comme justifié. Les deux soldats avaient été renvoyés en France peu après, leur service écourté. Morel comprit soudain. C'était ça, le secret. Un secret de guerre, un événement terrible qui avait lié ces trois hommes à jamais. Un secret qu'ils avaient gardé pendant des décennies. Et ce secret, d'une manière ou d'une autre, avait ressurgi en mars 1978, conduisant à la disparition de Laurent Mercier. Mais comment? Et où était le corps de Laurent? Car une certitude s'imposait maintenant. Laurent Mercier était mort. Il ne s'était pas enfui. Il n'avait pas eu d'accident. Quelque chose d'horrible s'était produit le 17 mars 1978, et Henriette Saulnier savait ce que c'était. Le brigadier Morel convoqua Sophie Mercier à la gendarmerie le lundi 23 mars 1998. Il lui présenta tous les éléments qu'il avait découverts. Le lien entre Laurent et Henri Marchand en Algérie, l'incident de 1957, le testament du colonel Villers, le recommandé que Laurent devait livrer à Henri le jour de sa disparition. Sophie écouta en silence, le visage de plus en plus pâle. Quand Morel eut terminé, elle resta longtemps sans parler, essayant d'assimiler ces révélations. Son père, qu'elle avait toujours considéré comme un homme bon et simple, avait été impliqué dans la mort d'un civil en Algérie. Cette vérité la bouleversait. « Vous pensez que mon père est allé livrer cette lettre à Henri Marchand et que quelque chose s'est passé ?» demanda-t-elle finalement. « C'est la seule explication logique, » répondit Morel. « Mais je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. » Henriette Saulnier a emporté le secret dans sa tombe, sauf si... Sauf si quoi? Sauf si nous retrouvons d'autres éléments dans ses affaires. Le brocanteur m'a dit qu'il restait encore quelques cartons qu'il n'avait pas triés. Je vais les récupérer. 2 jours plus tard, Morel obtint les derniers cartons achetés par Daniel Garnier à la ferme d'Henriette. Il les examina minutieusement. La plupart contenaient des vêtements, de la vaisselle, des livres... Mais dans le fond du 3e carton, enveloppé dans un vieux drap, Morel découvrit un autre objet, l'uniforme de facteur de Laurent Mercier. La veste bleue, le pantalon, même la casquette. Tout était là, soigneusement plié, conservé pendant 20 ans. Morel fit analyser l'uniforme par le laboratoire de police scientifique. Les résultats furent troublants.
Il y avait des traces de sang sur la manche gauche de la veste. Le sang était vieux, mais l'ADN était encore exploitable. Les analyses confirment, c'était le sang de Laurent Mercier. Sophie reçut la nouvelle comme un coup de poignard. Son père avait été blessé, il y avait eu violence, mais comment l'uniforme était-il arrivé chez Henriette, et où était le corps? Morel décida qu'il était temps de fouiller plus en profondeur la propriété d'Henriette à Persan. Il obtint l'autorisation du procureur et des nouveaux propriétaires. Une équipe de gendarmes, équipée de chiens renifleurs et de détecteurs de sol perturbés, se rendit sur place le samedi 28 mars. Les chiens furent lâchés dans le jardin et la grange. Après 2 heures de recherche, l'un des chiens s'arrêta près d'un vieux pommier au fond du jardin. Il aboya, gratta le sol. Les gendarmes commencèrent à creuser. À environ 1 mètre de profondeur, ils découvrirent des ossements humains. Le médecin légiste arriva dans l'après-midi. L'examen préliminaire confirma qu'il s'agissait de restes humains. Les ossements étaient ceux d'un homme adulte, enterré depuis plusieurs décennies. Il faudrait des analyses ADN pour confirmer l'identité, mais tous les éléments concordaient. Taille, âge estimé, époque de l'inhumation. Sophie fut informée le soir même. Elle s'effondra dans les bras de sa mère. Après 20 ans d'espoir fou, de questions sans réponse, la vérité était là, terrible et définitive. Laurent Mercier était mort le jour de sa disparition, et son corps avait été enterré dans le jardin d'Henriette Saulnier. Mais comment? Et pourquoi? Ces questions restaient en suspens, lancinantes. Morel fouilla à nouveau le journal d'Henriette, cherchant des indices qu'il aurait pu manquer, et il les trouva. Dans les entrées de 1981, l'année de la mort d'Henri Marchand, Henriette avait écrit quelque chose de révélateur. « Henri est mort aujourd'hui. Peut-être est-ce la punition divine pour ce que nous avons fait. Il a emporté le secret avec lui, mais moi, je reste avec le poids de cette journée terrible de mars 78. Je revois encore le visage du facteur quand il est arrivé chez Henri avec cette lettre maudite. Je revois la colère dans les yeux de mon frère. Je revois ce qui s'est passé. Mon Dieu, pardonnez-nous. » Morel comprit qu'il devait reconstituer les événements du 17 mars 1978 avec les éléments dont il disposait. Il demanda à Sophie de l'accompagner. Ensemble, ils se rendirent au numéro 14 de la rue des Marais, l'ancienne maison d'Henri Marchand. Là, Morel exposa sa reconstitution. « Votre père arrive ici vers 10 heures ce matin-là. Il livre le recommandé à Henri Marchand. Le recommandé contient la lettre du notaire à propos de l'héritage du colonel Villers. Henri ouvre l'enveloppe devant votre père. Il lit que le colonel lui lègue 50 000 francs, et votre père comprend. « Comprend quoi ?» demanda Sophie, la gorge serrée. « Pourquoi le colonel lègue cet argent à Henri? C'est un prix du silence, un dédommagement pour avoir gardé le secret sur ce qui s'est passé en Algérie en 57. Le colonel, sentant sa mort venir, veut s'assurer que les témoins de cet incident seront récompensés pour leur silence. Il lègue de l'argent à Henri. Et probablement, votre père devait recevoir une somme similaire. » Sophie ferma les yeux. « Mais pourquoi mon père aurait-il réagi violemment? Peut-être qu'il n'a pas réagi violemment. Peut-être que c'est Henri qui a réagi. Imaginez la scène. Votre père, qui a passé 20 ans à essayer d'oublier cet incident terrible, qui a construit une vie tranquille, une famille, une réputation de respectabilité. Et soudain, cette lettre arrive, ravivant le passé. Peut-être qu'il a dit quelque chose à Henri. Peut-être qu'il a exprimé son malaise, son désir de parler, de confesser. Henri, lui, voulait l'argent et le silence. Ils se sont disputés. La dispute a dégénéré. Henri a frappé votre père. Un coup violent avec un objet contondant. Votre père s'est effondré. « Mon Dieu !» murmura Sophie. Henri a paniqué. Il avait tué un homme. Il a appelé sa sœur Henriette à Persan. C'était la seule personne en qui il avait confiance. Henriette est venue avec sa vieille camionnette. Ils ont mis le corps dans le véhicule, couvert d'une bâche. Ils ont pris la sacoche postale et l'uniforme pour ne rien laisser qui puisse les incriminer. Ils ont laissé la bicyclette près de la rivière pour faire croire à un accident ou à une fuite. Ensuite, ils ont ramené le corps chez Henriette à Persan. Elle l'a enterré dans son jardin, sous le pommier.
Elle a gardé la sacoche et l'uniforme dans sa grange, incapable de s'en débarrasser, comme des témoins muets de son crime. Sophie pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Mon père est mort pour de l'argent, pour un secret de guerre qu'il voulait peut-être révéler. Henri Marchand n'a jamais touché l'héritage, continua Morel. Il est mort 3 ans plus tard d'une crise cardiaque. L'argent est resté chez le notaire, puis a été versé à d'autres bénéficiaires après l'expiration des délais légaux. Henriette a vécu avec ce secret pendant 20 ans, rongée par la culpabilité. Elle l'a écrit dans son journal, mais n'a jamais eu le courage de parler. Elle est morte en emportant cette vérité, et c'est seulement par le hasard d'une vente aux enchères que tout a ressurgi. Sophie regarda la maison, cette petite bâtisse ordinaire où son père avait trouvé la mort. Il n'y aura jamais de procès, n'est-ce pas? Les coupables sont morts. Non, il n'y aura pas de procès, confirma Morel doucement. Mais vous avez la vérité maintenant. C'est tout ce que je peux vous offrir. Les semaines suivantes furent dédiées aux analyses finales et aux formalités administratives. L'ADN extrait des ossements fut comparé à celui de Sophie et de Julien. Les résultats confirmèrent sans aucun doute possible qu'il s'agissait bien des restes de Laurent Mercier. Le médecin légiste établit la cause probable de la mort. Traumatisme crânien sévère causé par un coup violent porté avec un objet contondant. La mort avait été rapide, probablement instantanée. Le procureur de Pontoise ouvrit une enquête pour homicide volontaire, mais conclut rapidement que les 2 suspects principaux, Henri Marchand et Henriette Saulnier, étaient décédés. L'affaire fut classée sans suite pénale, mais le rapport final établissait clairement les circonstances de la mort de Laurent Mercier. Sophie demanda à récupérer les restes de son père pour leur donner une sépulture digne. Le 25 avril 1998, Laurent Mercier fut enfin enterré au cimetière de Beaumont-sur-Oise, 38 jours après la découverte de sa sacoche au marché. Une centaine de personnes assistèrent à la cérémonie. La famille, les anciens collègues de la Poste, des habitants du village qui se souvenaient encore du facteur disparu. Le maire de Beaumont prononça un éloge, parlant d'un homme dévoué, d'un serviteur de la communauté, d'une victime innocente, d'un drame lié à un passé qu'il voulait oublier. Élise se tenait près de la tombe, soutenue par ses enfants. Elle avait maintenant 68 ans, le dos voûté, les cheveux blancs. Après 20 ans d'attente, elle pouvait enfin pleurer son mari, faire son deuil véritablement. Elle posa une rose blanche sur le cercueil et murmura des mots que personne n'entendit. Peut-être des excuses pour ne pas avoir insisté quand Laurent avait brûlé cette lettre mystérieuse. Peut-être des mots d'amour, simples et éternels. Peut-être juste un adieu. Sophie et Julien se tenaient de chaque côté de leur mère. Julien pleurait ouvertement pour la première fois depuis la disparition. Toute la colère, toute la rancœur qu'il avait accumulée pendant ces années s'échappait en sanglots profonds. Sophie, elle, restait digne, le visage grave, les yeux secs. Elle avait pleuré toutes ses larmes dans les semaines précédentes. Maintenant, elle ressentait surtout une profonde tristesse pour son père, cet homme qui avait porté le poids d'un secret terrible, qui avait essayé de construire une vie normale malgré les fantômes du passé, et qui était mort pour avoir peut-être voulu faire la bonne chose. Après la cérémonie, les villageois se dispersèrent lentement. Certains vinrent présenter leurs condoléances à la famille, exprimer leur soulagement que le mystère soit enfin résolu, même si la vérité était douloureuse. Madame Lefebvre, la vieille boulangère qui avait vu Laurent pour la dernière fois ce matin de mars 78, serra longuement la main d'Élise. « Au moins maintenant, il peut reposer en paix », dit-elle simplement. Dans les jours suivants, Sophie retourna plusieurs fois sur la tombe de son père. Elle lui parlait, lui racontait sa vie, ses regrets de ne pas l'avoir mieux connu, son désir de comprendre ce qu'il avait vécu en Algérie. Elle avait fait des recherches sur l'incident de juin 57. Elle avait découvert que le civil tué s'appelait Karim Ben Ali, qu'il avait 32 ans, qu'il laissait une femme et 3 enfants. Cette famille aussi avait souffert. Cette famille aussi avait perdu un être cher à cause de la guerre et de ses horreurs. Sophie décida de faire quelque chose qui semblait important.
Elle écrivit une lettre à la famille Ben Ali en Algérie. Elle expliqua qui était son père, ce qui s'était passé, comment il était mort peut-être en partie à cause du poids de cet incident ancien. Elle présenta ses excuses au nom de Laurent, sachant que cela ne changerait rien, mais espérant que ces mots apporteraient une forme de paix. Elle ne reçut jamais de réponse, mais elle avait fait ce qui lui semblait juste. Le brigadier Morel continua son enquête pour établir tous les détails. Il retrouva le notaire qui avait géré la succession du colonel Villers. Celui-ci confirma que le colonel avait voulu léguer des sommes importantes à plusieurs anciens soldats de son unité en Algérie, dont Laurent Mercier. Mais Laurent n'avait jamais reçu sa lettre puisqu'il était mort le jour même. L'argent, non réclamé, avait été reversé à des œuvres caritatives après les délais légaux. Le colonel Villers, sur son lit de mort, avait probablement voulu soulager sa conscience en récompensant ceux qui avaient gardé le silence sur les exactions commises pendant la guerre. Une tentative pathétique d'acheter le pardon et l'oubli. Élise, après l'enterrement, prit une décision difficile. Elle vendit la maison de la rue du Général Leclerc. Elle ne pouvait plus vivre là, entourée des fantômes et des souvenirs. Elle acheta un petit appartement à Pontoise, près de Sophie. Elle voulait se rapprocher de sa fille, reconstruire une relation qu'elle sentait fragile. Sophie l'accueillit avec soulagement. Elles passèrent des soirées à parler de Laurent, à partager leurs souvenirs, à penser leurs blessures mutuelles. Julien, lui, eut plus de mal à accepter la vérité. Il ressentait de la colère envers son père pour avoir gardé ses secrets, envers Henri Marchand et Henriette Saulnier pour leur lâcheté, envers le système militaire qui avait couvert ses crimes. Il suivit une thérapie pendant plusieurs mois pour traiter le traumatisme. Progressivement, il apprit à voir son père non plus comme un héros idéalisé ou comme un menteur, mais comme un homme complexe, imparfait, qui avait fait des erreurs et essayé de vivre avec elles. Le village de Beaumont-sur-Oise parla longtemps de l'affaire. Les journaux locaux et même quelques médias nationaux couvrirent l'histoire. Le mystère du facteur disparu résolu après 20 ans. Titraient les articles. L'histoire fascinait. Le sac postal, réapparu au marché. Les secrets de guerre. Le meurtre. L'enterrement clandestin. C'était le genre d'histoire qui marquait une communauté pour toujours. À la poste, une petite plaque commémorative fut installée dans le hall du bureau de Beaumont. On y lisait « À la mémoire de Laurent Mercier, facteur de cette commune de 1960 à 1978, disparu tragiquement dans l'exercice de ses fonctions. Que son dévouement au service public ne soit jamais oublié. » La formulation était pudique, ne mentionnant pas les circonstances réelles de sa mort. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire, ces mots résonnaient avec une ironie amère. Sophie retourna une dernière fois à Persan, à la ferme où son père avait été enterré pendant 20 ans. Les nouveaux propriétaires lui permirent de se recueillir près du vieux pommier. Elle resta là longtemps, regardant cet arbre qui avait fleuri et donné des fruits pendant 2 décennies, ignorant le secret enfoui sous ses racines. Elle pensa à la nature cyclique de la vie, à la façon dont les secrets finissent toujours par émerger, même des années plus tard. Elle pensa à son père, à son corps reposant dans cette terre étrangère, et elle pleura une dernière fois. En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie ouvrit le carnet noir de son père qu'elle avait conservé. Elle regarda les pages arrachées, ces 3 pages qui manquaient. Elle comprit maintenant ce qu'elles devaient contenir. Probablement des notes sur ses angoisses, sur le retour du passé, sur ses doutes quant à garder le silence. Laurent avait arraché ces pages pour protéger sa famille de la vérité, pour ne pas laisser de traces de ses tourments. Il avait voulu épargner à ses proches la honte et la douleur de connaître son secret. Mais les secrets ont une vie propre. Ils ne meurent jamais vraiment. Ils attendent dans l'ombre, dans des carnets déchirés, dans des sacoches oubliées, dans des journaux intimes cachés au fond de tiroirs. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, ils reviennent à la lumière. Sophie ferma le carnet et le rangea dans une boîte avec d'autres souvenirs de son père. Des photos, des lettres, sa montre arrêtée à l'heure de sa mort, l'insigne de la poste qu'il portait sur son uniforme. Elle garderait ces objets précieusement, non pas pour entretenir la douleur, mais pour se souvenir que son père, malgré tout,
avait été un homme qui avait essayé de bien faire, qui avait aimé sa famille, qui avait été victime des circonstances et du poids écrasant du passé. L'affaire Laurent Mercier se referma ainsi, 20 ans après son ouverture. Une histoire de guerre, de secret, de culpabilité et de destin. Une histoire typiquement humaine dans sa complexité, dans ses zones d'ombre, dans son mélange de faiblesse et de courage. Une histoire qui rappelait que les actes du passé ne disparaissent jamais vraiment, qu'ils continuent de façonner les vies longtemps après, qu'ils peuvent revenir hanter même les plus innocents. Et au marché de Beaumont-sur-Oise, chaque mardi et samedi, les gens continuaient de faire leurs courses, d'acheter leurs légumes et leurs vêtements d'occasion. Parfois, quelqu'un racontait à un nouveau venu l'histoire du facteur et du sac postal. L'histoire était devenue une légende locale, un avertissement peut-être sur les dangers de garder des secrets, sur le prix du silence, sur l'importance de la vérité. La vie continuait, comme toujours. Mais désormais, quand les villageois croisaient le facteur dans les rues, ils le saluaient peut-être avec un peu plus de respect, un peu plus de reconnaissance. Car ils se souvenaient de Laurent Mercier, l'homme qui avait disparu avec ses lettres et qui était finalement revenu, 20 ans plus tard, par l'intermédiaire d'une vieille sacoche en cuir trouvée par hasard au marché un matin de printemps. Ce cas nous montre comment les secrets du passé, même enfouis pendant des décennies, finissent toujours par ressurgir et comment les guerres laissent des cicatrices qui traversent les générations. Laurent Mercier n'était ni un héros, ni un criminel. Juste un homme ordinaire pris dans l'engrenage de l'histoire. Un homme qui a porté le poids d'événements terribles et qui en a payé le prix ultime. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous remarqué les indices subtils tout au long de cette histoire, la lettre brûlée, les pages arrachées du carnet, le lien avec l'Algérie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie dans les méandres d'un mystère réel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un pouce levé si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères authentiques et aux histoires vraies. Merci de nous avoir suivis dans cette reconstitution troublante d'un drame oublié.